Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Au programme 4 histoires d'horreur ce soir. On est en compagnie de Matzo, ici à ma droite. Ça va mec? Ouais, ça va. C'est un peu froid en vrai. On est avec Zebrolos, mon frérot qui fait de l'espace également. Exactement, j'espère que vous allez tous très bien. On est avec également Colline qui n'a pas l'habitude d'être dans ce décor là, mais qui est là et qui est très contente, pas vrai? À vous, t'es content? Non. Ok, dites-moi les amis pour le prochain épisode qui je pourrais inviter, à part eux, vraiment. Ok. À part eux. Pourquoi pas nous? Je vous aime mais... Ah, ok. C'est cool, c'est. Je vous aime mais bizarre. pas de fou non plus. Ok. Matzo, dis un objectif de like pour le prochain épisode. Dans un manoir on fait ça. Ok. 3000. 3000 likes. Ouais. Qui veut commencer la première histoire? Ici Alors, même. Moi j'ai une histoire de fou, donc je suis chaud. Ok, bah c'est parti. La première histoire, ce sera pour Zebrolos. Il faut savoir que l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui s'est vraiment passée. C'était au Brésil, près de Rio de Janeiro. Tout se passe en 1966. C'est l'histoire du coup de Miguel et de Manuel, qui sont deux amis qui sont collègues, donc qui travaillent ensemble dans la réparation électronique. Vous savez, tu vois, réparer les câbles. Voilà, électronique, vraiment c'est ça. Alors, ils ont tous les deux 32 et 34 ans, donc c'est deux hommes. Et le 16 août, ils vont demander à leur famille, ils vont dire à leur famille qu'ils vont partir à 250 km de chez eux pour aller acheter une voiture. Et en même temps, ils vont aussi en profiter pour acheter du matériel électronique pour leur travail. Donc ils partent le 17 août et ils prennent un bus pour Nitorei. Je crois que c'est le nom de la ville. En gros, c'est une ville à côté de Rio de Janeiro. Et ils prennent ce bus-là. Ils arrivent à 14h40 précisément. Et une fois qu'ils arrivent, ils vont s'installer dans un bar. Alors, juste avant, ils vont quand même acheter des imperméables, tu sais, pour se couvrir de la pluie. Et ils vont s'installer dans un bar et ils vont acheter de l'eau en bouteille. Voilà. Donc la serveuse vient leur servir de l'eau en bouteille. Et elle va remarquer quelque chose d'assez étrange. En fait, elle va remarquer que l'un des deux hommes regardait un peu trop sa montre. Alors pourquoi? C'est assez étrange. Bon, il avait l'air un peu nerveux. Après, on n'a plus de nouvelles. Donc là, on est 3 jours plus tard, le 20 août. On n'a plus de nouvelles des deux personnes dont je parlais au début. Le 20 août, il y a un jeune qui s'appelle Jorge Dacosta, qui a 18 ans et qui joue sur une colline qui s'appelle Morro de Vintem, un truc comme ça en espagnol, voilà, brésilien. Il joue sur cette colline au cerf-volant. Alors bon, chacun ses délires. Il joue et puis d'un seul coup, il aperçoit au loin une forme étrange au sol. Alors qu'est-ce que c'est? Il commence à s'approcher un peu plus et là il voit deux cadavres. Étrange. Donc à ce moment-là, il panique, il court, il dévale la colline pour aller chercher la cabine téléphonique la plus proche pour appeler les secours. Et donc les secours arrivent, sauf qu'ils ne vont pas arriver tout de suite. En fait, c'est une région très mal desservie. C'est une région qui s'appelle Niterói en fait, donc c'est assez éloigné dans le nord de Rio de Janeiro. Et les secours vont mettre beaucoup de temps à arriver. Ils vont mettre plus de 24 heures pour arriver. Donc les policiers vont arriver et la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller tout simplement voir les deux cadavres. Ils vont voir deux cadavres allongés sur un tas de feuilles, les mains derrière le dos, tous les deux habillés en costard et vêtus d'un imperméable. Et le plus étrange dans tout ça, c'est qu'ils vont avoir des masques de plomb sur leurs yeux. Donc leurs yeux vont être masqués par des masques de plomb. C'est assez étrange. Surtout qu'en plus, ils sont les mains derrière la tête, allongés sur un tas de feuilles. Enfin, bizarre. La première chose que les policiers vont tenter de déterminer, c'est ce qu'ils ont fait, leur calendrier en fait, des jours précédents. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi c'est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il faut savoir que les deux corps, par exemple, il y avait une des deux personnes qui avait toujours sa montre sur elle. Donc on ne peut pas supposer non plus peut-être un vol, parce qu'ils avaient toujours leurs papiers, voilà, ils ont toujours leur affaire sur eux. À côté d'eux, il va y avoir des serviettes mouillées, il va y avoir une bouteille d'eau vide, et aussi un carnet. Alors le carnet, qu'est-ce que c'est? Bon, pour le moment on va en parler un peu plus tard. Et l'enquête va être prise par quelqu'un qui s'appelle José. Donc c'est, José du coup en brésilien, et c'est la personne qui mène l'enquête du coup. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller retrouver la serveuse chez qui ils ont acheté la bouteille. À ce moment-là, la serveuse va leur dire qu'elle avait bien vu deux hommes, mais qu'ils avaient l'air très nerveux et que quand ils sont partis du bar, le ciel commençait à se couvrir et qu'il commençait à pleuvoir et à avoir de l'orage. Après ça, les deux hommes auraient fait de l'autostop, et ce qui a bien marché du coup parce qu'un témoin aurait aperçu une voiture en train de déposer deux hommes à 17h au pied d'une colline. Après ça, les deux hommes auraient monté la colline pendant 300 mètres, enfin ils auraient parcouru 300 mètres en altitude, et après, plus rien. On ne sait plus rien de ces deux hommes jusqu'à les retrouver, du coup, morts, quoi.
Évidemment, les deux hommes, je ne l'ai pas dit, mais grâce à leurs papiers qui étaient dans leur poche, on a su que c'était Manuel et Miguel. Les deux hommes sont morts et l'enquête, elle traîne un peu. Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Déjà, en fait, dans le carnet, il faut savoir que il y avait toutes les pages qui étaient un peu normales, voilà, mais il y a 2 pages qui vont intriguer les policiers. La première, c'est il y a un code en chiffres, c'est peut-être un code électronique ou alors un message codé, on ne sait pas. Et la deuxième page, c'est littéralement le calendrier de ce qu'ils ont fait dans la journée. Donc ce qui est écrit, c'est assez étrange, parce qu'il est écrit 16h30 arrivé à l'endroit et 18h30 avaler les pilules. Mais quelles pilules? Bon, du coup, pour en savoir plus, les policiers ont quand même tenté de faire analyser le corps, analyser ce qu'ils avaient consommé, mais évidemment, il était trop tard, le corps avait déjà... pourri, quoi. Ouais, pourri, exactement. Et donc, ils ne pouvaient pas faire des analyses, ou alors elles n'étaient pas concluantes. Bon. Mais voilà, ils auraient avalé des pilules et c'était aussi écrit « et attendre le signal ». Mais quel signal on parle? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, que les policiers se posent. Finalement, l'enquête va traîner encore trop parce qu'on ne sait rien d'eux. Qu'on va supposer, ce que les policiers vont supposer, c'est qu'une tierce personne les aurait tués et aurait maquillé le meurtre en fait, pour que ça ait l'air étrange. Alors on pense plutôt que c'était un arrangement entre les 2 personnes et une autre personne. Du coup, peut-être un jeu d'argent ou voilà, on ne sait pas trop. Il faut savoir que quand ils étaient partis le 16 août, ils avaient pris une somme d'argent assez conséquente pour aller acheter une voiture, potentiellement. Et peut-être que cette somme d'argent-là, elle était due à cette tierce personne qui les aurait tués dans la colline. Parce que finalement, l'enquête, ça va être un peu... on va pas avoir de réponse. Et c'est les journaux qui vont prendre la relève. Donc là, c'est le public, en fait, qui va émettre un peu toutes ces hypothèses. Et c'est là que l'enquête va un peu avancer. Enfin, l'enquête, ou plutôt des hypothèses. La première hypothèse, du coup, on l'a dit, c'était un meurtre. La deuxième hypothèse, qui peut s'avérer aussi vraie, c'est une overdose. Parce qu'ils ont pris des pilules, rappelez-vous. Et les pilules, peut-être, ça a conduit à leur overdose, donc à leur mort. C'est une hypothèse comme les autres. Une autre hypothèse, et là qui est un peu plus tirée par les cheveux, ce serait que ce seraient des voyageurs temporels. Bon, parce qu'en fait, ils étaient vêtus d'une certaine manière, et puis même leur masque de plomb, peut-être c'est des voyageurs temporels qui auraient peut-être trouvé un trou de verre et qui auraient voyagé grâce à des trous de verre. Bon, si je peux y mettre un petit peu mon grain là-dedans, faut savoir que le temps il s'écoule de manière linéaire, c'est de passé, présent, futur. Donc un trou de verre, ça ne permet pas de remonter le temps, sauf certains modèles, parce que les trous de verre sont hypothétiques, tu vois, on ne sait pas si ça existe, sauf certains modèles qui permettraient à des trous de verre de remonter le temps. Le trou de verre de Maurice Thorne, mais là on ne sait pas si ça existe. Ce seraient des mecs de l'époque en fait qui seraient revenus. Peut-être, pour voyager d'époque à une autre. Okay. Mais il faut savoir que ça c'est très hypothétique, ça émet de la matière hypothétique, on ne sait pas si ça existe. Autre hypothèse sur leur mort, c'est l'hypothèse extraterrestre, comme tu l'as dit. Alors là, pourquoi ça va être peut-être plus intriguant? Tout simplement parce qu'un ami à eux va dire que déjà c'était 2 personnes qui étaient spiritualistes scientifiques, qu'ils avaient des livres sur les esprits, qui s'intéressaient à la communication entre esprits, entre extraterrestres, faisaient même partie d'une organisation. Enfin, tu vois, c'est assez étrange. Donc peut-être qu'ils ont tenté d'entrer en contact avec des extraterrestres et peut-être que ça a conduit finalement à leur mort. Et dans un de leurs livres, c'est écrit, enfin pas qu'ils ont écrit, mais qu'ils lisaient, tu vois, dans leur bibliothèque, c'était écrit qu'ils avaient des risques de se faire aveugler. Ce qui expliquerait pourquoi ils ont des masques en fait de plomb pour éviter de se faire aveugler. Et chose incroyable, c'est qu'un témoin serait passé par là exactement le 17 août vers 19h30, 45. Elle a vu apparemment un phénomène qu'elle est allée tout de suite déclarer aux policiers. Et le phénomène, c'était quoi? C'était près de la colline, quelque chose d'ovale qui émet un rayonnement très bleuté dans toutes les directions pendant quelques minutes ou quelques secondes, qui serait apparu, puis après disparu. Exactement au moment où les 2 cadavres, où Miguel et Manuel sont morts. Peut-être que c'est du coup l'hypothèse extraterrestre qui peut le plus intriguer, mais il n'y a pas de rapport direct entre ce que la personne a vu, on ne sait pas ce que c'est, et ce qui s'est passé, tu vois, près de la colline. On ne sait pas, peut-être. Donc finalement, est-ce que c'est la cause de leur mort? On ne sait pas. Et ça restera toujours un mystère. Donc est-ce que les extraterrestres ou les ovnis existent? Quelle est la question? On ne sait pas. C'est la fin de l'histoire. J'ai trop kiffé l'histoire perso. J'ai trop kiffé. On peut applaudir Zébro. Si. Un petit dab? Non. Ok. Matzo, on peut dire que c'est à toi? Let's go, je suis chaud. Nous sommes à Grenoble en octobre 2022. Thomas, il a une copine et il décide de partir en week-end avec.
Ils décident d'aller dans leur famille respective. Et ils passent un super week-end et ils partent le dimanche vers 17h, 17h30. La route est un peu longue, ils ont 1h30 de route, donc avant de rentrer chez eux, ils décident de prendre un petit fast-food, tu vois. Ils prennent un fast-food et ils rentrent chez eux, ils se posent devant une petite série Netflix tranquillement et voilà, petite soirée en amoureux qui se présente, quoi, c'est pas mal. Et le téléphone de Thomas se met à sonner. C'est quelque chose qui est un peu inhabituel parce que il n'a pas un grand entourage et ça peut être qu'un inconnu ou quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais rien de spécial, mais il est un peu réticent à l'idée de répondre parce qu'il s'est fait pas mal harceler au collège et donc il répond pas trop à son téléphone. C'est quelqu'un qui est un peu... il y a des restes de cette période-là et donc c'est un peu particulier pour lui. Mais quelque chose lui dit qu'il faut qu'il réponde maintenant, que c'est peut-être quelque chose d'important, c'est peut-être quelque chose de grave, donc il se met à... il répond. Il décroche, les deux personnes se disent bonjour et la personne inconnue va lui dire bonjour, est-ce que c'est vous le fils de Daniel Lopatinski? Et comme vous vous en doutez, oui évidemment c'est le fils de Daniel. Et donc il va pas se poser plus de questions que ça parce que son père, il est gérant commercial. Et Thomas a repris le numéro de son père, l'ancien numéro de son père, l'ancien téléphone de son père, ce qui fait que c'est un peu récurrent qu'ils reçoivent des coups de téléphone comme ça de personnes qui pensent appeler Daniel alors qu'au final c'est son fils. Sauf que là c'est un peu bizarre parce que le gars sait déjà que c'est son fils. Alors il se dit peut-être que que je sais pas, le gars était plus ou moins au courant, mais sans plus. Le truc qu'il va le plus trouver bizarre, c'est que c'est l'intonation du gars. L'inconnu parle vraiment avec un ton assez négatif et il sait plus ou moins ce qu'il va lui attendre. Évidemment, Thomas répond oui à la question et l'inconnu va sortir la phrase Daniel, votre père vient de décéder d'un accident de voiture. Donc là, Thomas est vraiment choqué, il sait pas quoi dire, il est bouche bée, sachant qu'il vient de le voir même pas 1h30 avant en fait. Ils étaient en repas de famille comme je l'ai dit au début de l'histoire, donc c'est un peu particulier pour lui. Et enfin, vraiment il n'était pas du tout dans les circonstances de s'attendre à ça, quoi. On n'est jamais dans ce genre de circonstances n'importe comment. Et donc là il dit ok, mais vous êtes où, enfin qu'est-ce que vous faites, enfin, pourquoi quoi, je comprends pas, enfin. Et là il se met dans une panique un peu particulière. Sa copine va comprendre directement qu'il y a un problème, etc. Et donc elle va commencer à le rassurer un peu. Et l'inconnu ne dit pas plus d'informations que ça. Avant de raccrocher, il va dire écoutez, je dois appeler ma femme. Et il raccroche. Et là, Thomas se met en panique complètement, il commence à faire des allers-retours dans sa maison, etc. C'est vraiment... Voilà, il pète un câble, et il décide d'appeler sa mère, sauf que il sait très bien qu'elle va pas répondre. Pourquoi? Parce que sa mère est malade, est vraiment malade. Elle se doit de tous les soirs dormir aux alentours de 18h. C'est comme un... Je sais pas pourquoi, après je sais pas mettre, je connais pas trop. C'est dans son rythme de vie, c'est comme ça maintenant. Elle s'endort très très souvent dans les alentours de 18h, donc il s'attend pas à ce que sa mère lui réponde. Et pourquoi il appelle sa mère? Parce que il pense que c'est lié à l'embrouille entre sa mère et son père. C'est des parents qui s'embrouillent souvent. C'est un foyer qui a pas mal d'embrouilles. À la fin du dîner, avant que Thomas parte avec sa copine de la maison, sa mère et son père s'étaient embrouillés. Voilà, pour peu importe la raison. Et son père avait décidé de prendre la voiture et d'aller se balader, d'aller souffler un peu. Et il pense que c'était lié à ça, et il sait pas, bref, il voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, voilà, et tenir aussi au courant la mère, quoi, ce qui est normal. Et évidemment, sa mère n'a pas répondu. Il va prendre la décision d'appeler sa sœur. C'est une fille qui est assez sensible et il le sait, donc il va essayer d'y mettre les formes, même si en réalité il n'arrive pas forcément à le faire bien, parce que il est encore sous le choc, quoi. C'est lunaire ce qui est en train de se passer. Il se pose beaucoup de questions, à savoir qui est cette personne qui l'a appelé, est-ce que c'est vrai, tu te poses énormément de questions, quoi. Il l'appelle, évidemment, elle le prend très mal, elle comprend pas, elle pleure, elle crie, et il lui donne un ordre, il lui dit écoute, là maintenant il faut vraiment que tu ailles réveiller maman, parce que la sœur de Thomas et sa mère habitent à côté. Donc il lui dit il faut vraiment que tu ailles à la maison et réveiller maman, il faut que tu lui parles de ça, etc. Et donc c'est ce qu'elle va faire. Sa sœur, pendant ce temps-là, ils vont se mettre à appeler des hôpitaux ensemble pour savoir si ils ont des nouvelles d'un certain Daniel Lopatinski. Voilà, essayer de se renseigner, savoir s'il serait peut-être à l'hôpital déjà, etc. Et pendant ce temps-là, Thomas va recevoir un deuxième coup de fil de la personne inconnue. Et directement, Thomas va prendre les devants en disant écoute, qui êtes-vous, vous êtes où, j'arrive maintenant, etc. Qu'est-ce qui se passe, je comprends pas l'histoire, etc. Et l'inconnu va lui dire écoutez, nous sommes à tel numéro de route. En fait, il va lui donner uniquement le numéro de route. Et Thomas va dire mais il n'y a personne qui connaît le numéro de route, c'est lunaire, quoi. Dites-nous vers où vous êtes, quoi. Et le gars va dire écoutez, excusez-moi, pardonnez-moi, etc. Il va raccrocher une seconde fois. Et sa copine va avoir une super idée.
parce qu'elle va prendre la décision d'appeler sur le numéro portable de Daniel Lopatinski, qui est le père de Thomas du coup. Elle va décider de l'appeler sur son téléphone, et c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que les médecins, les ambulanciers ou autres, les pompiers qui sont soit sur la scène, soit avec Daniel directement, ils ont peut-être récupéré leur téléphone, et donc peut-être qu'ils tomberaient sur quelqu'un d'intéressant au téléphone pour avoir un peu plus de nouvelles. Et au final c'est son père qui répond. C'est le propre père de Thomas qui répond au téléphone en disant oui allô. Et là, personne ne comprend dans la salle. Personne ne comprend la situation dans la salle. Et je vous explique même pas le visage qui se décompose de Thomas. Mais à la fois c'est un peu rassurant, mais c'est un mindfuck total. Personne ne comprend dans la salle. Le père de Thomas est à ce qui paraît mort, mais au final il n'y est pas vraiment. Et c'est vraiment, enfin, c'est lunaire. Et du coup, la copine de Thomas, elle va dire, on nous a dit à l'instant que là, vous avez pas fait d'accident, quoi. Et lui il va dire, bah non, je suis dans le salon là, je regarde la télé. Et là, personne ne comprend. Thomas à ce moment-là va instantanément rappeler le numéro de l'inconnu. L'inconnu va répondre et Thomas va dire écoutez, là j'ai mon père au téléphone, vous êtes en train de me dire qu'il est décédé d'un accident de voiture, c'est lunaire quoi. Et l'inconnu va répondre une phrase qui va marquer Thomas, qui va encore plus le rendre dans l'état un peu mindfuck, tu vois, il va pas comprendre, parce qu'il va dire mais vous n'êtes pas Matteo Lopatinski? Et Thomas dit mais non, non c'est pas moi quoi, on connaît pas de Matteo dans la famille. L'inconnu va s'excuser une seconde fois, mais d'une manière vraiment glaçante. Thomas va vraiment avoir l'impression que la personne voulait uniquement le faire stresser. Il va raccrocher instantanément. Mais pareil, c'est très, très froid, très particulier. Il n'y aura plus de nouvelles de tout ça. Plus de nouvelles, à part Thomas qui va, les jours d'après, continuer à rappeler la personne, le gars là, le numéro. Et quelques jours après, le numéro sera plus attribué. Il n'est pas attribué. Le numéro n'existe plus en fait. Vraiment, il y a plus rien. Et ils vont en reparler après, pendant des repas, etc. La famille au complète, du coup. Et sa sœur va dire, bah évidemment, non, ça pouvait pas être vrai. Parce que quand c'est vraiment vrai, au cas où ça vous arrive, ça vous arrivera jamais. J'espère pas d'ailleurs, parce que ça fait vraiment flipper. Mais quand ça vous arrive, c'est les pompiers qui appellent généralement les personnes de la famille pour dire, voilà, telle personne est décédée, etc. Et là, ça a été fait un peu en mode ghetto, mais c'est ça qui est limite terrifiant, tu vois. Bravo Mathieu pour l'histoire. Merci beaucoup, j'étais vraiment très stressé et je suis content que ça s'est bien passé, ça va. En vrai, je pense Très fort, mec. En vrai, l'histoire est vraiment cool et mindfuck, et c'est ce que j'adore moi dans les histoires un peu terrifiantes. Voilà, et on passe à l'histoire de Léo. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, je l'ai mal vécu en vrai, honnêtement. Enfin, ça a été. C'est toi. Oui, c'est moi qui l'ai vécu toi qui l'histoire. l'as Je vous précise, ça va être assez court. C'est pas comme vous une histoire très longue, mais je voulais la raconter sur ma chaîne parce que ça m'arrivait à moi et je me suis dit les gens peut-être voulaient savoir ça ou pas parce que c'est vraiment chaud. Ça m'a vraiment choqué parce que je me suis rendu compte ce jour-là que l'être humain pouvait avoir des comportements vraiment badants. Et aujourd'hui, du coup, je m'apprête à vous raconter cette histoire. C'est parti. C'est parti. On est dans la période de juin, il fait chaud, il fait beau. Franchement, le temps est nickel pour aller faire du sport. On avait un rituel avec mes potes. Tout le temps, après les cours, après les examens, on allait faire du foot dans un city synthétique. C'est super cool, voilà. On rencontrait du monde. On se faisait potes du coup avec de nouvelles personnes. On passait toujours des moments trop bien. Enfin voilà, tout allait bien. Ouais. Jusqu'au jour où ça s'est pas du tout passé comme on voulait. Ça s'est vraiment mal passé. Pas dans le city, mais après, quand on est parti. Et ce jour-là, je m'apprête à vous le raconter maintenant. Un jour, honnêtement, voilà, ce serait vous mentir si je vous dirais le jour exact parce que je m'en souviens plus du tout. Je ne sais plus du tout quand c'est arrivé, mais je sais que c'était en été. Tout ça se passe en 2023, l'été dernier, vraiment. D'accord. C'est très récent, quoi. Okay. Je passe du coup le bac. On finit une épreuve, je sais plus, je crois que c'était études de design graphique parce qu'il faut savoir que j'ai été en communication visuelle plurimédia, bac pro. Pour les personnes qui connaissent. Je sors de cet examen, on décide comme d'habitude, la routine, d'aller avec des potes faire un foot, on rencontre du monde, tout se passe bien, mis à part que notre ballon crève, voilà. C'est un peu le truc pas fou qui se passe de l'après-midi. On décide de partir, et pour partir, il faut savoir qu'on emprunte un chantier de terre, et en fait, il faut savoir que ce chantier, comment vous l'expliquer, il est coupé par des haies. Donc, quand tu passes dans ce chantier, personne ne peut te voir. Vraiment, tu n'as aucune visibilité, enfin les maisons ne peuvent pas te voir quoi. C'est cool pour les maisons, mais si t'arrive un truc flippant,
c'est pas la meilleure chose. Du coup, voilà, on finit notre séance de foot. Tout s'est très bien passé. Franchement, mis à part le ballon crevé, bon, ça, honnêtement, c'était pas cool. On passe par ce chemin. Moi, je discute, il faut savoir, avec mon pote, qui était Adrien. J'ai oublié de préciser, très con, je suis avec 2 potes à ce moment-là, Milo et Adrien. Voilà, un qui est un petit peu hyperactif, qui fait un peu des conneries tout le temps, et un mec beaucoup plus rationnel, très calme. Et il faut savoir que je parlais du coup avec mon pote rationnel et calme à ce moment-là. On parlait de je sais plus quel sujet. Bref, on marche. Milo est à côté, il fait un peu n'importe quoi, bref, je sais plus ce qu'il fait, il regarde le sol, bon, il se concentre pas du coup sur une conversation à nous deux. On marche et là, on voit quelqu'un en face de nous arriver. Cette personne-là, je vous la décris avec mes souvenirs. Je ne sais plus exactement à quoi elle ressemblait, mais dans mes souvenirs, comme ça a été très court, là je vous raconte l'histoire, on dirait que c'est long, mais pas du tout, ça a été très court, vraiment. Cet homme-là, il avait des sandales marron, il avait un short et un Marcel et une sacoche. Nous, on le voit pas arriver parce qu'on est concentré sur la conversation. Nous, cet homme-là, on le voit juste du coin de l'œil, avec mon pote Adrien, avec qui je parle. Milo, lui, il le regarde. Il le regarde, on passe. Lui, il passe, du coup, voilà. Tout se passe bien pour le coup, voilà, on marche, on se croise, quoi, tout simplement. Rien de fou se passe. Et là, mon pote Milo, il commence à nous dire les gars, vous venez de voir ce qui vient de se passer ? Nous, on fait mec, non, on n'a rien vu, quoi. Et là, il nous dit les gars, le mec, il vient de sortir devant nous son sexe. Le mec a sorti son sexe apparemment devant lui, parce que nous on n'a rien vu, donc on peut pas savoir si c'est vrai, tu vois. Il a sorti devant lui et il se l'est caressé. Il se l'est caressé devant lui, devant nous du coup, devant des jeunes. Car ce mec-là, je voulais pas préciser, pardon encore une fois, mais il avait peut-être 35 ans, 40 ans. Pédophile. Peut-être. Bah oui. Bref, du coup nous, évidemment on se retourne, même si on le croit pas. Mon pote était souvent très blagueur. Il avait l'habitude de faire des vannes, mais là on voyait dans son regard que c'était pas du tout une vanne, ce qu'il nous racontait, et que c'était bel et bien vrai. Donc là on se retourne, et là le mec s'arrête, pile au moment où on se retourne. Nous on lui fait frérot, tu viens de faire quoi là ? En mode comme si on était au courant, sauf qu'on n'avait rien vu. Mais on voulait quand même l'interpeller pour voir mec, tu fais quoi ? Le mec se retourne, et là ce qu'il fait, ça me choque encore de le raconter, honnêtement, là j'en bégaye tellement. Il fait rien, il parle pas, juste il sourit, et il fait un signe de la main, et ce signe, c'est ça. En mode venez voir. C'est lunaire, quoi. Donc là, nous, on est vraiment énervés, et on va même pas le voir en fait, évidemment. Donc on se redirige vers notre destination, qu'on voulait atteindre, du coup le métro en fait. On va au métro, on est choqués, et là on s'est dit, mais imaginez si c'était pas des garçons qui l'auraient croisé ce mec-là, mais une petite fille qui a peut-être 10 ans, 12 ans, il se serait passé quoi ? La réponse, honnêtement, j'ai pas envie de la savoir. Et c'est la fin de mon histoire, et voilà, du coup on a croisé ce mec-là après un foot. Il aurait peut-être fallu appeler la police, non ? Alors oui, Ça arrivait trop tard. mais en fait le mec est tellement parti vite, même après, dites-vous, on arrive au métro, on a réfléchi, non, faut aller le revoir. On est évidemment allé revoir le mec pour voir s'il était là. Il était plus là. Il avait littéralement disparu. Les jours suivants, on est évidemment retourné faire du foot. Ça n'a pas empêché après nos activités, évidemment, cette histoire, même si ça nous a quand même pas mal choqué. Ce mec, on l'a plus jamais revu. Plus jamais d'homme aux sandales, marron, rien du tout. Et tu sais que c'est arrivé à ma mère déjà ? Ça aussi ? Bah, en fait, il y avait un mec, elle m'a expliqué plusieurs fois l'histoire. Genre, ma mère, elle était petite, tu vois, mais tout début du collège, tu vois. Et genre, elle sort devant, où c'était la pause midi, je sais plus quoi, elle sort de la cantine, tu vois. Enfin, à l'extérieur du collège, parce qu'elle était externe, tu vois. Et genre, le mec, avec un grand manteau noir, il va devant, il était tout nu, tu vois. Et il l'ouvre, et genre, il fait une danse, etc. Tu vois, et il crie, tu vois. Mais c'est horrible, mec. Je sais pas comment tu peux faire ça, genre, c'est horrible. Et vraiment, ma mère était genre petite de fou, tu vois. C'est horrible. Je trouve vraiment les histoires d'humains flippants beaucoup plus terrifiantes que les histoires paranormales. En fait, là, c'est horrible, quoi. C'est juste la répugnant. folie de l'humain, quoi. C'est et pas c'est flippant en fait, ouais, c'est horrible. C'est psychologique, en vrai. là. c'est juste Ça, gênant, Ouais. c'est un truc, c'est atroce, quoi, pour le cerveau d'un humain, quoi, normal. bah, Constitué ça normalement. choque, ça choque un enfant, ouais. Bravo, très belle histoire. Vous avez Bravo. kiffé l'histoire, les gars ? On applaudit. Voilà, merci Bravo, beaucoup mon tout le Léo. monde. Maintenant passons à Kossi. Alors elle est pas trop habituée à raconter des histoires, mais je l'ai invitée parce que voilà, c'est une pote de fou et voilà, je voulais quand même l'avoir sur ce concept-là. Est-ce que t'es chaud ? Oui. Elle va la lire du coup, voilà. Je vais lire et j'espère que ça va être bien. Ce sera bien, t'inquiète. On va te rassurer, Ouais. même s'il fait très froid. Ça va être cool, t'inquiète pas. Soyez indulgents dans les commentaires et on passe du coup à l'histoire Suivant. de Kossi. Je vais vous raconter l'histoire terrifiante qu'a vécu un jeune homme
et qui l'a traumatisé à vie. Cette histoire s'est déroulée il y a 2 ans. Baptiste, donc le personnage principal, vivait dans un petit appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble. Il avait une petite cour qui était séparée de la rue par une haie assez haute. Donc tout allait bien, le jeune homme vivait une vie paisible. Il se sentait même en sécurité parce que le poste de police, il était à seulement 10 minutes à pied. Donc vraiment situation lambda. Cependant, son logement avait une petite particularité, c'est tout simplement sa poignée de porte de l'entrée qui était défectueuse, donc elle se relevait plus haut que la normale. Baptiste avait pris l'habitude de relever cette poignée à 3/4 au-dessus. Bref, c'est un petit détail, mais en fait, il est très important pour la suite. Baptiste vérifiait toujours aussi que sa porte était bien fermée. Un soir, en rentrant du travail plus tôt que d'habitude, il remarque que la fameuse poignée n'est plus dans la bonne position, mais que la porte est bien fermée. Donc, il rentre sans inquiétude et remarque qu'on n'a rien bougé à l'intérieur. Tout va bien, il va se doucher, regarde quelques épisodes Netflix et part enfin se coucher. Cette nuit-là, Baptiste va se réveiller en sueur. Il vient de faire un cauchemar très troublant. Il raconte s'être vu enfant devant la porte de son appartement, fixant le couloir qui mène à la chambre. Plus le cauchemar dure, plus l'enfant répète sans cesse « Quelqu'un arrive, quelqu'un arrive, quelqu'un arrive ». Tout à coup, ce petit garçon dit trop tard et en pointant du doigt le rideau de l'appartement, il se mit à crier de toutes ses forces. Et c'est à ce moment-là que Baptiste sursauta pour revenir à la réalité. Il se réveille donc en sueur et passe se passer de l'eau sur le visage puis prend un verre d'eau. Il se remémore son cauchemar en buvant son verre, regarde le fameux rideau et là, son cœur s'arrête. Des chaussures dépassées du rideau et dans le reflet de la vitre, il distingue une silhouette humaine. Il saisit immédiatement un couteau et s'avance pas à pas vers le rideau. Malheureusement, la sonnerie de son téléphone retentit et Baptiste commit l'erreur de tourner la tête vers le bruit. Du coin de l'œil, il aperçoit le rideau se lever brusquement et un homme se mit à lui courir dessus en hurlant. Les 2 hommes se bousculent, tombent à terre et Baptiste perd malheureusement le couteau des mains. Quelques secondes plus tard, il ressent une douleur vive dans l'épaule, mais l'adrénaline calme la douleur. Il fonce dans sa cour et traverse la haie en force, non sans douleur, mais c'est la seule solution possible. Par chance, un voisin ayant entendu les cris et la bagarre avait appelé la police et une patrouille fut rapidement sur les lieux. Un gendarme s'empresse de rejoindre Baptiste qui figurait en sang au milieu de la rue. La victime explique alors l'enfer qu'il a vécu. Les policiers arrivent à intercepter immédiatement l'agresseur et ce qu'ils vont découvrir sur cet homme est terrifiant. L'intrus s'agissait en fait du gardien de l'immeuble qui aimait s'introduire chez les locataires en leur absence et a eu peur en entendant Baptiste rentrer et s'était donc caché derrière le rideau. Il voulait attendre la nuit pour partir, mais il n'a pas eu le temps. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu cette bagarre. Alors c'est bien car on connaît la fin de cette histoire. Baptiste ressort avec une blessure au couteau à l'épaule et a décidé de déménager. Le gardien, quant à lui, a pris une peine de prison. En revanche, on ne sait toujours pas pourquoi il s'est introduit chez Baptiste et quelles étaient réellement ses intentions. Waouh. En vrai, t'as bien raconté de fou. Hein. Ah ouais? Ouais, non, franchement, j'ai. Tu t'es grave sous-estimé de fou. Ah non, ouais c'était bien. Ouais, franchement, c'était bien. Tu verras les gens en commentaire diront vraiment premier degré, c'est vraiment bien. J'espère que c'est bien. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'étais en compagnie de ces petits loulous, ça m'a fait vraiment plaisir. Plus Colline là-bas. Merci d'être là frérot. Non, écarte-toi. Ah. N'hésitez pas à aller voir tous leur chaîne en description. Franchement, ils sont trop forts. Ils font tous des vidéos incroyables et c'est pour ça d'ailleurs que je les ai invités. C'est tous aussi mes potes. N'hésitez pas à mettre finalement votre histoire préférée en commentaire. On likera tout. C'est pas vrai? Moi, Mais- si. Moi je likerai tout. Tu likeras tout? Ouais. Ok, bah je m'en Toi, tu engage. fais tout ensemble, tu fais jamais. Ouais. Je le fais tout le Mais temps. il le fait tout le temps, c'est pas vrai. Moi aussi. On s'engage à liker tous vos commentaires. Premier tous, On le fait tous ou les pas 4. On Même le fera si on a jamais. 2000, Oh. on le fait vraiment premier degré. S'il y a 2000 commentaires, on likera tous les commentaires. Je vous aime, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles histoires d'horreur. Et à très vite. Au revoir. Okay, that's good. That means the must. Ah! No! No shooting! Calma? I don't think we have. Oh my god! I cannot get hit. I cannot get hit. Oh shit. This is another guy? Come. More! Jesus Christ. No! No! Guys, move
like aim. He's spawn capping me! On the target. No! Jesus Christ, my bodies. Look at my bodies. Gee. Oh god. You just made this serious. Calm. Whew, no greed. It's okay, no greed. You blocked? No! Calm. Oh god. No! Fucking greed! This is fucking hardcore! Where is the guy? He's right there. You don't cross Blackbeard's men. One mistake and I'm fucked! Classic corpse cannon thing. I don't have a choice! Yeah! This is gonna be suffering, but we plan on stealing their shit. Hopefully they will give us a new armor set. Oh god. Calm. Yeah, I know that I'm 30% HP. We don't have food. The thing is, we die in one hit anyways. So food is